Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va aller très vite parce qu'il y a quand même plein de choses à voir avant ce week-end de fin janvier. J'ai pu voir hier soir le fameux débat chez Baba, Mélenchon chez Baba. Eh ben, force est de constater quand même que si... alors, pour la partie Zemmour-Mélenchon, le débat qu'ils avaient fait sur BFM était quand même nettement de meilleure qualité que là. Là, c'était vraiment du cabotin, c'était de l'invective, c'était de la provocation, c'était de l'insulte. Je veux dire que là, franchement, je pense que Mélenchon n'a pas compris que l'émission d'Hanouna est peut-être une émission qui a beaucoup plus d'accès sur une proportion populaire de la population française. Il aurait dû être un peu plus humble, être un peu plus correct vis-à-vis de Zemmour, même si à la limite, peut-être que certains communicants vous diraient que, au contraire, il fallait peut-être être beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus provocateur contre Zemmour, parce que peut-être qu'en effet aussi chez Hanouna, le spectateur ou téléspectateur est peut-être aussi plutôt penchant vers des idées fascistes. Donc l'émission, oui non, c'était très mauvais, c'était illisible, c'était inaudible, c'était que de la surface. Consigny après a fait son petit bourgeois parisien qui défend des valeurs. On ne sait même pas s'il est conservateur. On sait qu'il est avocat, ça c'est certain. On voit bien qu'il défend une idée libérale quand même, c'est-à-dire que forcément, j'ai envie de dire Consigny, là, il n'était pas du tout au bon endroit pour défendre sa paroisse. Et puis Caron, qui a été dans le sentimentalisme, dans le peaufinage, dans le caressage en le sens du poil, etc. Enfin, cette émission était... C'est bien simple, je vais vous dire, il y a un moment donné, j'ai fini par zapper après Caron sur les personnalités, puisque je crois qu'il y a la fille de cette personne qui est morte suite à une interpellation un peu trop musclée, etc. Mais encore une fois, là franchement, je trouvais que Mélenchon, il a complètement foiré son intervention, là où, comme je vous l'ai dit, il était, contrairement à BFM, où BFM peut-être le téléspectateur était peut-être un téléspectateur un peu plus averti, etc. Alors que l'émission de Baba, l'émission d'Hanouna, était quand même une émission un peu plus populaire, où là il fallait quand même être clair, il faut être précis, mais là enfin non, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que là, je pense que ça va empirer, ça va empirer chez beaucoup de gens, peut-être l'incapacité de comprendre, de décoder ce que ces gens en réalité veulent. Parce qu'ils promettent, ils disent des choses, etc. Mais même Zemmour, au bout d'un moment, lui aussi, je pense qu'il comprend dans quel genre d'émission il est, donc il essaye de caresser aussi dans le sens du poil certaines sensibilités, mais au final, on n'apprend absolument rien. On n'apprend absolument rien dans le sens où rien n'est concret, c'est-à-dire que ce sont, je dirais même à la limite, je vous ai déjà parlé de cette conférence. Si je la retrouve, je vous la remettrai dans les commentaires. Si j'oublie de la mettre, n'hésitez pas dans les commentaires à me le rappeler, de Courceau, qui justement fait une excellente analogie de ce phénomène. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que si les idées à l'origine, les idées politiques, doivent servir le réel, force est de constater qu'aujourd'hui, les idées, elles écrasent le réel. C'est-à-dire qu'on écrase volontairement le réel pour faire croire aux gens qu'on a une maîtrise, qu'on a une connaissance du réel pour apporter des solutions. Alors que les solutions, il y a un moment donné, forcément, il y a une certaine démagogie. C'est cette fameuse démagogie qui amène parfois l'argument très fallacieux et très
instable, je dirais, de l'augmentation du SMIC. Eh oui, mais attention, augmenter le SMIC, c'est bien, mais à un moment donné, il faut financer derrière. Attention, donc pareil, c'est le jeu des balances. Donc, concernant ce débat, bah, c'est une catastrophe, quoi. Ça ne servit à rien. Je dirais même qu'à la limite, ça va certainement empirer et peut-être pousser encore plus de gens, finalement, peut-être s'abstenir. Dans cette époque où il y a tant de haine, en fait, cette constituante, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Connard! Mais je veux voir une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Je ne connais pas. Mais vous dites comment? D'accord, juste il y a quand même s'il vous plaît. Ah, la paix, le chien. Eh ben, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. Vous obéirez comme les autres. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Sauf les vieux débris comme vous. Voilà. Flotter à la surface. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je trouve que dans cette époque où il y a tant de haine... La République, c'est moi! Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche. Regardez-moi ce gros imbécile. Vous êtes un gros imbécile. Parce que... Eh oui, mon bonhomme. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. C'est un acte... Maintenant, concernant l'Ukraine, je vous ai dit ce que j'en pensais dans une précédente vidéo. Et force est de constater que, bah voilà, l'histoire de gros bras, il y a ses limites. Il y a un moment donné où quand vous avez, alors Macron qui rencontrait je ne sais plus son nom, il va falloir que je le mémorise, le successeur de Merkel, le chancelier allemand, et qui va profiter de cette rencontre pour avoir une conversation téléphonique avec Poutine, force est de constater que tout le monde a été va-t-en-guerre sur cette affaire, et puis tout d'un coup, Biden nous sort « Oui, mais vous savez, de toute façon, il n'est pas dans les projets américains de débarquer en Ukraine. » Fin de partie. Alors évidemment, on entend des gens « Oui, mais quand même, la Russie... elle va envahir l'Ukraine. » Mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, quel est l'intérêt de Poutine d'envahir l'Ukraine? Je veux dire, la Russie comme les États-Unis aujourd'hui ont une expérience va-t-en-guerre qui leur a appris que faire des guerres pour des bonnes ou des mauvaises raisons, une fois que tu as réussi à détruire l'ennemi, qu'est-ce que tu fais du pays? Tu y restes. Tu essaies d'installer la démocratie. Sauf que de toute façon, tu seras toujours confronté à des gens qui ne veulent pas de toi. Toujours confronté à des gens qui veulent préserver l'ancien système. Toujours des gens qui sont des nationalistes et qui disent, alors plus particulièrement l'Ukraine, qui disent, bon, bah écoutez, les Américains, vous êtes gentils, merci d'avoir rendu service, maintenant, nous, on va tous s'occuper du reste. Sauf que les Américains, comme les Européens d'ailleurs, ne sont pas idiots. C'est que si on intervient en Ukraine, si on repousse l'invasion russe, alors attention, dans une guerre conventionnelle, ce qui déjà pose un problème énorme sur le plan stratégique, eh bien, à un moment donné, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, confier la démocratie à l'Ukraine, c'est la confier à qui? Aux mêmes qui sont actuellement au pouvoir. Ces mêmes collusions, ces mêmes politiciens qui de toute façon sont aux ordres des oligarques, qui eux-mêmes ont le soutien de mouvements nationalistes, dont le fameux Azov, néo-nazi. Ça c'est pareil, dans les médias, ça disparaît littéralement. Donc c'est pour ça que je vous dis, personne n'a intérêt à faire une guerre en Ukraine. Alors, il y en a qui vous disent, oui mais regardez, la Russie, elle déplace du matériel, des hommes, elle renforce ses positions à ses frontières, etc. Donc c'est la preuve que... Non, c'est la preuve de rien. Souvenez-vous, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui sont totalement ignorants sur l'historique de la chose, souvenez-vous,
Poutine avait dit, attention, l'Ukraine, si vous avez des intentions de l'intégrer à l'OTAN, ou si vous avez des intentions d'interventionnisme dans l'Ukraine, moi, je m'autoriserai, et légitimement le droit, de prendre des décisions et d'agir en conséquence. Eh bien, il est conforme à ce qu'il a dit. Il agit en conséquence. Qu'est-ce qu'on va le blâmer de vouloir renforcer ses frontières? Qu'est-ce qu'on va le blâmer de faire une démonstration de force quand il sait qu'en Ukraine, il y a de l'armement qui est envoyé par les Britanniques, par les Français, enfin, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Poutine, on va lui dire, ben, non, mais c'est pas grave, non, c'est juste du business, il n'y a rien de personnel, bien sûr. Donc, voilà, je veux dire, mais dans les deux cas, comme je vous l'ai dit, les États-Unis et la Russie ont leurs expériences. La Russie avec l'Afghanistan, souvenez-vous. Les États-Unis, alors les États-Unis, ils les collectionnent entre le Vietnam, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan. Ah oui, on déboule avec notre matériel, avec nos drones, avec nos bombardiers, avec notre stratégie, avec nos technologies, etc. Mais une fois que tu as t'as tout fait sauter, t'en fais quoi du pays? Tu y restes, et puis finalement tu es confronté aux instabilités du pays même. Donc c'est pas une question très simpliste de débarquer, d'imposer, d'installer la démocratie et puis ça y est, on a fini le boulot. Ben non, vous n'avez pas fini le boulot, les gars. Hein, l'Afghanistan, personne finalement a fini le boulot. Hein, et puis l'Irak, pareil. Hein, ah oui, on a descendu Saddam Hussein. Ah oui, on a installé une démocratie. Sauf que le premier gouvernement qui a été élu, le premier président qui a été élu, mouvement chiite. Ah ben je peux vous dire que les Israéliens et les Saoudiens, ils étaient hyper contents. Enfin bon, voilà, je veux dire, c'est donc l'Ukraine. Non, il n'y aura pas de guerre en Ukraine. S'il y a une guerre en Ukraine, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que dans ce cas-là, comme je vous l'avais expliqué, c'est parce que Washington, vous avez le lobby militaro-industriel qui fait actuellement pression parce que, bah évidemment, ils ne tirent plus les mêmes chiffres d'affaires qu'ils tiraient avant quand les États-Unis étaient en Irak et en Afghanistan. Donc il leur faut une petite guéguerre. Il faut une petite mission, il faut une petite théâtre d'opération quelque part. Mais l'Ukraine, ben non, on ne peut pas, l'Ukraine, c'est pas possible. Ça risquerait d'être un déclencheur avec un effet domino où au final, comme je vous l'ai dit, il n'y aurait ni gagnant ni perdant. Et je dirais même qu'à la limite, ce serait peut-être l'Europe qui serait en première ligne pour y perdre. Donc, vu le contexte social, politique, idéologique, qu'il y a actuellement, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas le moment. D'autant plus que, attention, n'oublions pas la Chine. La Chine, pour l'instant, elle observe. Elle est alliée de la Russie. Mais elle observe. Donc, faites très attention à tous ces alarmistes, faites très attention à tous ces médias qui veulent essayer de vous convaincre que finalement la belliqueuse Russie va attaquer l'Ukraine. Non, elle n'attaquera pas l'Ukraine. Et quand Biden annonce qu'il n'y aura pas d'opération militaire ou d'intervention en Ukraine de la part de l'armée américaine, là tout d'un coup, les alarmistes, quoi? Non mais attendez, ça fait depuis des semaines qu'on dit à tout le monde qu'il va y avoir une guerre. Eh ben non, il n'y en aura pas. Si jamais la Russie envahit l'Ukraine, ce que dans les coulisses du Pentagone, ils savent eux aussi que ça n'arrivera pas. Eux, ils le savent. Les Russes le savent. Mais les peuples occidentaux ne le savent pas. Donc, encore une fois de plus, nous assistons à une manipulation. Petite manipulation d'ailleurs même dans les médias francophones. On a pu voir d'ailleurs un reportage sur France 24 où on nous a fait l'apologie du méchant russe qui envahit et qui conquiert en Ossétie la région est de Géorgie. Alors évidemment on a fait un reportage à charge. On a pris des Osséties
des responsables. Oui, regardez, la petite vieille, là, elle est de l'autre côté de la frontière, elle est bloquée dans le territoire russe, c'est pas normal, etc. Mais le problème, c'est que le reportage, 1, n'explique absolument pas le contexte géopolitique, 2, ne rappelle pas ce qui s'est passé en Géorgie, c'est que la Géorgie a finalement fait exactement la même chose, plus ou moins la même chose que l'Ukraine, c'est-à-dire a voulu faire une sorte de purge sur une certaine population en Ossétie, et que cette population a finalement été protégée par la Russie, et ce qui fait que la Russie est intervenue, et que ce qui fait que la Russie aujourd'hui détient ce territoire pour protéger cette population particulière de la véhémence et d'une mauvaise destinée de la part de la Géorgie. Et la Géorgie a fait cette provocation finalement en espérant justement faire réagir la Russie. La Russie a réagi, et la Géorgie pensait que le fait que la Russie a envahi l'Ossétie, que les Occidentaux débarqueraient en Géorgie. Sauf que c'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en gros on a dit, bah écoutez, on est de tout cœur avec vous, on compatit, on condamne hein, évidemment la Russie, mais vous vous démerdez. Et Kiev, bah, ça va être ça. Kiev va certainement faire en sorte de faire des provocations, ils vont certainement essayer de provoquer sur le Donbass des bombardements, etc. pour allumer la mèche, mais en réalité, personne ne bougera. Et au pire, ce qui risque de se passer, c'est que les républiques indépendantes de Donetsk et de Lugansk finissent par faire exactement la même chose que la Crimée, c'est demander d'être intégrées au territoire national russe. Bingo. Continuons maintenant avec ce qui se passe chez nos voisins ici au nord, les Canadiens. Des nouvelles restrictions, enfin c'est pas tellement des restrictions, mais une nouvelle réglementation a été mise en place qui oblige désormais les routiers, alors surtout les routiers ce qu'on appelle les routiers transfrontaliers, d'avoir un schéma vaccinal complet pour pouvoir traverser la frontière et circuler de Canada aux États-Unis, des États-Unis au Canada. Sauf que le problème, c'est que, alors on estime à peu près 160 000 routiers canadiens qui font du transport avec les États-Unis, et qu'actuellement sur ces 160 000, il y en a à peu près 20 000 qui ne seraient pas vaccinés. Donc, ça veut dire que ça fait 20 000 routiers qui vont être sur le banc de touche pour effectuer les transports de marchandises entre les États-Unis et le Canada. Donc, la contestation au Canada, elle est toujours présente, elle reste assez... comment dire, elle n'est pas énorme, mais elle est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que vous avez des Canadiens aujourd'hui qui manifestent contre les mesures sanitaires. Je rappelle, pour la petite histoire, le Québec par exemple, et le gouvernement québécois, pour la gestion de la Covid, est conseillé par le cabinet McKinsey. Donc là on voit de lien de cause à effet avec ce qui se passe en France. Sauf que les camionneurs, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que, évidemment, c'est quand même le pain qu'on leur vole dans leur métier, d'autant plus que les échanges entre le Canada et les États-Unis sont quand même très importants. Et de fait, risque de pénurie. Risque de pénurie si les camionneurs, demain, décident d'être solidaires et finissent par être en grève. Ils n'ont pas décidé de se mettre en grève, mais c'est tout comme, puisque on estime à peu près 50 000 camionneurs qui, là, aujourd'hui, sont sur les routes en train de faire des convois pour aller sur Ottawa et bloquer Ottawa. Ce qui est assez amusant, c'est que certains, sur les réseaux sociaux, disent « Oui, non, ils ne sont pas 50 000, ils sont quelques milliers, etc. » Genre, je relativise. Alors, le problème, c'est quand vous regardez le compte, vous vous rendez compte que c'est un compte qui est tout frais, qui vient d'être créé il y a quelques mois, et qui, dans ses tweets, a une fâcheuse tendance à faire du bot, comme on dit. Donc là, la situation au Canada, on va voir ce que ça va donner, parce que ça peut être efficace. Parce que si les camionneurs bloquent le pays, ça va poser un gros problème. Un gros problème parce que vous savez que déjà,
nous avons des inflations qui commencent à émerger un peu partout, que le prix, que le niveau des prix commence à augmenter, et donc par conséquent, avec en plus une politique sanitaire beaucoup plus accrue, beaucoup plus restrictive que celle que nous avons aux États-Unis, eh bien, force est de constater que ça peut éventuellement, à un moment donné, avoir une conséquence et réussir peut-être à faire céder le gouvernement, et plus particulièrement le jeune Kent, on l'appelle Kent, hein, parce qu'il ressemble à Kent, vous savez, le copain de Barbie, Justin Trudeau, qui d'ailleurs, on l'a appris, vient de se mettre en quarantaine, parce qu'il a attrapé le Covid. C'est con, quand on milite pour la vaccination, pour se protéger du Covid, et on chope le Covid, c'est très contre-productif. Enfin, ceci dit, on va suivre un petit peu l'événement parce que on va voir comment finalement l'autorité va le gérer. Parce que si elle le gère de façon brutale, si elle le gère de façon répressive, je pense qu'il va y avoir un gros souci. Parce que si les Américains sont encore assez assujettis, asservis pour se trouver un élan de solidarité ensemble contre l'État fédéral, ce n'est pas le cas des Canadiens. Les Canadiens sont un petit peu plus solidaires entre eux, même si il est assez compliqué dans ce pays de constater qu'il reste encore une certaine séparation entre les Canadiens anglophones et les Canadiens francophones. Même si, encore une fois de plus, on est relativement minoritaire, les francophones, donc c'est majoritairement les anglophones qui pourront faire plier les choses. Même si, là encore, on est en face d'une situation où le petit différend qu'il y a entre les Canadiens francophones et anglophones s'estompe parce que ils sont tous embarqués dans le même bateau. Et donc, le gouvernement québécois, lui aussi, est plus ou moins ciblé. Donc affaire à suivre, parce que ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'aux États-Unis, ils en parlent, mais de façon très succincte, de façon très survolée, parce que, évidemment, aux États-Unis, ils ont peur que ça risque de donner de mauvais exemples. Autre actu, évidemment, que vous n'avez pas vu dans vos médias, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, il y a un collectif qui, il y a plusieurs mois, avait déposé une réclamation auprès de la justice américaine pour exiger la publication, ou tout du moins la mise à disposition d'un certain nombre de documents de la part de la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est cette administration fédérale qui octroie pour le secteur médical, pour le secteur de la santé, qui octroie les autorisations et les homologations pour les médicaments, enfin tous les types de traitements. Et donc, souvenez-vous, je vous avais dit que Pfizer avait réussi à obtenir une homologation temporaire pour son vaccin, mais qu'en réalité c'était une homologation de compétition parce que Moderna va pouvoir demander son homologation cette année, puisque je crois que c'est au mois de septembre, que les essais cliniques, du moins le protocole d'essais cliniques de Moderna va s'achever. Or, Pfizer, lui, c'est en 2023. Donc, évidemment, Pfizer ne veut pas se faire planter au poteau par Moderna, et donc a réussi à jouer des coudes pour obtenir cette homologation, de par les résultats que Pfizer peut maintenant aujourd'hui présenter, de par le nombre de vaccinations, de par le taux de réussite global. Sauf que, évidemment, aux États-Unis, il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions. Ils se disent, mais comment est-ce que Pfizer a réussi à obtenir une homologation et pas ses concurrents? Question logique. Et donc, la justice américaine a été saisie, et la justice a décidé que la FDA devait, à partir du 1er mars, présenter 500 pages par mois de ces documents qui ont servi à la FDA de décider de donner une homologation à Pfizer. Évidemment, les représentants juridiques de l'administration de la FDA ont opposé à cette décision. La justice américaine a renforcé sa décision, non plus cette fois-ci à 500 pages, mais 50 000 pages. C'est-à-dire que 50 000 pages à partir du 1er mars.
les représentants, les avocats de l'autorité, de la FDA, s'opposent encore à cette décision, et au hasard, les avocats de Pfizer se joignent à la FDA pour appuyer la procédure pour tenter de casser cette décision de justice. Et on a même Pfizer qui pousse à essayer, oui, mais vous savez, même si à la limite vous arrivez à nous imposer avec la FDA de fournir les documents, peut-être qu'on n'arrivera pas à vous les fournir en temps et en heure. Comment ça, vous ne pouvez pas les fournir en temps et en heure? Vous voyez le truc? C'est que là, ils font des pieds et des mains pour empêcher la justice américaine de leur exiger de publier des documents pour expliquer les raisons, sur quelles notions, sur quels arguments, sur quelles preuves la FDA s'est reposée pour donner une homologation à Pfizer. Alors on ne sait pas si ça va aboutir, mais le fait est, c'est que quand même c'est une affaire qui suscite un intérêt non négligeable. Parce que, évidemment, ça mettrait en évidence encore une fois de plus les infiltrations et les lobbying et les influences dans l'administration américaine. Alors, évidemment, on n'est pas dupe. Le gros problème des États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui est complètement vérolé par les conflits d'intérêts, qui est complètement vérolé par les lobbying, même à l'échelle du Parlement, c'est de notoriété publique. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, il faut le prouver. Alors il y a eu des procès, qui ont mis en lumière quand même certaines affaires de lobbying, mais est-ce que ça a résolu le problème? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que de toute façon, le lobbying contamine quasiment tout le paysage politique américain. Donc si jamais des gens tombent pour des questions de conflit d'intérêts, pour des questions de corruption, etc., de toute façon, ils sautent. Généralement, ils sautent d'eux-mêmes, ils démissionnent, et on les remplace par un autre, qui est le même modèle, qui a été façonné dans le même moule. Donc, de toute façon, la politique du fusible aux États-Unis s'est appliquée depuis des décennies. Donc évidemment que les médias européens, les médias BFM, etc., n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que, en France aussi, aujourd'hui, les notoriétés publiques, le gouvernement conseillé par McKinsey, ont été infiltrés par du lobbying des Big Pharma pour appliquer cette politique clairement ubuesque, complètement en décalage, complètement utopique, mais qui pourtant a réussi à pousser les institutions, à démontrer au peuple français que les institutions françaises, eh bien, elles ont, elles aussi, été contaminées pour légitimer de retirer des libertés à des individus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, c'est une affaire, on va essayer de suivre un petit peu comment les choses vont évoluer. Est-ce que finalement la FDA va être obligée de publier les documents comme la justice américaine l'oblige, ou est-ce qu'il va y avoir tout d'un coup un revers, ou une procédure en Cour suprême, etc. D'ailleurs, la Cour suprême, petite info, il faut savoir que l'un des juges va quitter son fauteuil, et donc Biden va décider de choisir lui-même son remplaçant. Alors ça va être important, pourquoi? Parce qu'actuellement, la Cour suprême, c'est 9 juges, et sur les 9 juges, vous en avez une majorité qui sont républicains. Enfin, logiquement, leur idéologie politique ne doit pas rentrer en ligne de compte, mais ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Dans la réalité, on a eu des tas d'exemples où c'est bien l'idéologie politique qui a primé dans la décision de la Cour suprême. Et donc, il va y avoir peut-être une inversion de prévalence, on va dire, puisque évidemment, Biden va nommer un juge de son parti, de son idéologie, de son camp. Donc, du coup, la Cour suprême risque de basculer désormais sur des sujets qui seront plus faciles à faire passer en Cour suprême pour des idées progressistes que des idées conservatrices. Donc voilà pour la petite info.
Donc on va suivre un petit peu cet événement et savoir ce qui va se passer parce que ça peut être important. Et puis, encore une fois, ça peut avoir aussi mettre le danger, finalement, de se rendre compte que dans les rapports qui ont été fournis par Pfizer pour justifier que son produit est magnifique et qu'il mérite d'avoir une homologation, eh bien, on va se retrouver en fait sur des documents complètement vérolés par des fausses données ou des données manipulées, etc. Et d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de voir cette série, Dopsic, je vous invite à voir cette série, elle est magnifique parce qu'elle résume à elle seule tout le problème de Big Pharma, tout le problème de cette collusion qu'il y a entre santé publique et business. Alors c'est une affaire qui est inspirée surtout sur les fameuses affaires des opiacés, que vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis, mais qui finalement résume bien aussi ce qui est en train de se passer et ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc Dopsic, alors je ne sais plus, je crois que c'est Stars qui a diffusé ça aux États-Unis. En France, je sais que il y a un réseau, un streaming qui le diffuse. Je ne sais pas si c'est Netflix ou etc. Si jamais vous réussissez à la trouver, n'hésitez pas à en faire profiter les internautes pour permettre de voir cette série qui, je vous le répète, est vraiment magnifique. Et enfin, je vais terminer avec ce dont on a déjà parlé, c'est l'identité numérique. Comme je vous l'ai dit, le pass sanitaire, le pass vaccinal ne sont que les premiers chapitres de la mise en place de l'identité numérique. Et comme par hasard, eh bien, cette semaine, nous avons notre président de la Commission européenne qui nous a fait un super discours et qui insiste sur le fait que le projet de e-identity est un projet qui va se mettre en place, c'est-à-dire une identité numérique supranationale européenne. Ça y est les enfants, le mot est lâché, ça fait depuis des années que ça les démange, ça fait depuis des années qu'on en parle, ça fait depuis des années qu'il y a eu des colloques, qu'il y a eu des forums, qu'il y a eu des meetings, qu'il y a eu des conférences pour promouvoir cette issue. Eh bien ça y est, la première pierre de l'identité numérique européenne est placée. Donc advienne que pourra, parce que évidemment, comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'il y a un bénéfice-risque. Le bénéfice c'est qu'en effet, c'est un très bon outil pour centraliser les informations et vous permettre, quel que soit l'endroit où vous serez en Europe, eh bien si jamais vous avez des problèmes ou trucs comme ça, d'avoir des données disponibles pour les gens, pour vous aider, surtout sur le plan de la santé, par exemple. Si vous faites un voyage en Allemagne, en Pologne ou en Roumanie, si vous arrive quoi que ce soit, une maladie, une crise, un truc comme ça, et qu'un hôpital puisse avoir accès à vos données pour permettre d'établir un diagnostic assez rapidement. Ça là-dessus, en effet, c'est génial, c'est un progrès. Sauf que, on le voit bien aujourd'hui avec les différents hackings qu'il y a dans certains réseaux sociaux, des données qui sont exfiltrées, des données qui sont même piratées. Je vous rappelle la petite histoire de Chronos. C'est que maintenant que les entreprises commencent à recouvrer ce système qui a été hacké et qui a été soumis à une demande de rançon pour pouvoir redonner l'accès aux données de l'entreprise. Alors l'entreprise a refusé, donc il a fallu qu'elle trouve une autre solution pour rétablir les données et rétablir son système. Donc ça a duré quand même peut-être plus d'un mois et demi, presque. Donc c'était bien ce qu'on disait, que ça allait durer plusieurs semaines. Et donc voilà, c'est le problème, c'est ça. C'est le problème de la sécurité des données. C'est-à-dire que, évidemment, ça va être une porte ouverte. Ça va être un marché à celui qui va réussir à collecter des données individuelles pour les revendre à des entreprises, à des organismes, etc. C'est déjà le cas, de toute façon. Mais l'autre problème, évidemment, le plus évident, c'est que avec une identité numérique, si jamais vous n'êtes pas un bon citoyen, si jamais vous êtes trop dissident, si jamais vous êtes trop contestataire, si jamais vous êtes trop opposant, si jamais vous êtes trop réticent, si vous êtes trop réfractaire,
eh bien on peut éventuellement vous établir un statut de seconde zone, on peut vous tracer, on peut vous surveiller grâce à cet outil numérique. Donc voilà, c'est Big Brother hein, dans sa plus grande utopisme, dans sa plus grande valeur, dans sa plus grande splendeur, rêvée par les mondialistes, c'est-à-dire que finalement l'Europe vient tout simplement de vous annoncer que nous allons pouvoir à terme mettre en place un système d'identité numérique qui servira, qu'on le sait, de crédit social à la chinoise. Donc bienvenue dans le meilleur des mondes, bienvenue dans 1984, et d'ailleurs je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les films des univers ou des sociétés dystopiques, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est parti, hein, on vous l'avait dit depuis le début de la pandémie qu'avec ces histoires de passe, etc., c'était qu'un prémisse, c'était qu'un chapitre de la mise en place de l'identité numérique. Alors, ça prendra différentes formes, mais très clairement, à terme, ce sera alors ça pourra être une carte, ça peut être une application sur un téléphone, etc. Mais on intégrera une multitude d'accès de données, des données de santé, des données bancaires, des données donc d'identité, votre permis de conduire, etc. Donc, vous voyez, c'est des permis de conduire numériques qui pourraient être évidemment, qui fonctionneraient, par exemple, directement si on voit émerger cette idée de ne plus vous donner l'accès à la propriété sur les véhicules et que les véhicules, vous pourrez que les louer, et bien ces véhicules seraient équipés des systèmes qui, lorsque vous vous installez dans le véhicule, le système détectera que vous avez bien un permis de conduire. Sauf que si vous êtes, je ne sais pas, si vous devez passer devant un tribunal pour une affaire, d'un propos, etc., mais que vous avez décidé de voyager, d'aller en Savoie, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que l'autorité vous aura restreint l'usage de votre permis de conduire sur une zone délimitée. Donc vous ne pourrez pas sortir de votre ville tant que vous n'aurez pas passé devant le tribunal. C'est une garantie pareille. Si vous voulez acheter des billets de train pour aller trifouiller les deux églises, vous ne pourrez pas. Hein, la machine, elle vous dira « Non, désolé, vous ne pouvez pas acheter ce billet pour l'instant, puisque vous êtes soumis au code formulaire 245 alinéa 4, qui stipule que vous êtes en instance d'un procès, donc vous devez rester dans l'endroit où vous êtes jusqu'à temps que votre procès soit clôturé. » Oui, non mais ça va être ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Déjà que nous avons appris que le Conseil constitutionnel a finalement validé l'usage des drones, mais évidemment sous conditions. Hein, des conditions restrictives, je ne sais plus, je crois, pas le droit d'utiliser d'applications d'identification faciale, par exemple, avec les drones. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous savez, déjà, quand il y a des manifestations, vous avez des policiers qui se baladent avec des sacs qui ont des systèmes de collecte de données, c'est-à-dire que des systèmes qui se connectent automatiquement avec vos téléphones et qui pompent toutes les données du téléphone. Mais ça n'existe pas. C'est interdit. C'est comme les fichages. Les fichages en France, c'est interdit. Mais on sait que ça existe. Mais c'est interdit. Donc voilà, j'espère que bienvenue dans le progrès, bienvenue dans la technologie. Hein. Évidemment, il y a toujours des gens très techno, très fanatisés par ces progrès technologiques. Vous trouvez ça génial, c'est super, c'est bouleversifiant, comme dirait l'autre. Sauf que, évidemment, c'est des gens très conciliants, très consensuels, des petits moutons, comme on dirait, qui de toute façon, autant que vous leur permettez de pouvoir se coller devant la télé ou devant Internet ou coller devant un jeu vidéo, le reste, ils s'en branlent, mais alors... Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces informations vous aident à comprendre qu'on ne va pas dans le bon sens. Concernant Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que de toute façon, je ne sais pas encore s'il a l'intention de se présenter. Je pense que ne soyez pas étonnés qu'il y ait Édouard Philippe qui est en coulisses. Il y a quelque chose.
Je dis ça, je dis rien, nous en reparlerons certainement d'ici quelques semaines quand il sera temps pour le président jupitérien de se prononcer pour sa propre succession ou non. D'ici là, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, et bien que puis-je vous souhaiter d'autre, de bien vous porter et surtout, protégez-vous.